Bonjour, je me présente Feinbert, professeur de chimie à la faculté des sciences YouTube. Dans cette vidéo, je vais essayer de partager avec vous tout ce que j'ai appris concernant les réactions de substitution nucléophile. Alors, c'est quoi une réaction de substitution nucléophile? Tout simplement, c'est une réaction entre un dérivé halogéné dans lequel se trouve un élément chargé négativement à cause de l'électronégativité importante, et donc l'alkyle va se charger positivement. C'est une réaction entre un dérivé halogéné et un nucléophile. Qu'est-ce que ça veut dire nucléophile? À chaque fois qu'on ne connaît pas un mot, on peut diviser le mot en deux parties. Nucléo, ça vient de nucléo, noyau, et le noyau chargé positivement. Phile, c'est-à-dire quelque chose qui aime. Et donc, nucléophile, c'est une espèce chimique qui aime réagir avec les charges positives. Souvent, les charges positives se trouvent au niveau du carbocation, au niveau des alkyles. Donc, on peut trouver un nucléophile chargé négativement et on peut également trouver un nucléophile neutre, d'accord, qui va attaquer la molécule par le doublet. Nous avons traité tout ça dans les exemples. Donc, le nucléophile chargé négativement, il va réagir avec la charge positive au niveau de l'alkyle, c'est-à-dire avec le carbocation. Et donc, puisque le carbone est incapable de former 5 liaisons, nous aurons une rupture hétérolytique de cette liaison vers l'élément le plus électronégatif. Ceci va nous donner la formation d'une nouvelle liaison entre un alkyle et un nucléophile. Voilà. Et nous aurons le départ du groupement partant ou bien le nucléophile. Ça s'appelle groupement partant ou bien nucléophile, c'est-à-dire l'élément qui sort de la molécule. Et bien tout simplement, une réaction de substitution nucléophile, c'est une réaction dans laquelle on remplace un nucléophile par un nucléophile. C'est tout simplement, c'est la réaction de substitution nucléophile. Maintenant, on va traiter les deux types des réactions de substitution nucléophile. Le premier, c'est la réaction de substitution nucléophile monomoléculaire, SN1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une réaction de substitution nucléophile monomoléculaire? Quelle est la signification de ce 1? Le 1, c'est l'ordre de la réaction. Nous savons déjà. Donc, par exemple, Rx, lorsqu'il réagit avec le nucléophile, il y a deux possibilités. Soit que la vitesse de la réaction dépend seulement du dérivé halogéné Rx, et ça, la vitesse de cette réaction, elle dépend seulement de la concentration en dérivé halogéné. Il ne dépend pas de la concentration en nucléophile. Donc, la vitesse, elle dépend seulement de la concentration d'une seule molécule. Il s'appelle une réaction monomoléculaire. C'est-à-dire que la vitesse dépend de la concentration d'une seule molécule, et c'est ça la signification de 1. D'accord? Donc 1, c'est-à-dire la vitesse, elle dépend d'un seul molécule, d'une seule molécule. Lorsque la vitesse elle dépend de la concentration de Rx et de la concentration de nucléophile, il s'appelle réaction de substitution nucléophile SN2, c'est-à-dire que la vitesse dépend de la concentration de deux molécules. Donc V est égal K avec K la constante de vitesse fois la concentration de Rx multipliée par la concentration en nucléophile. Et donc, c'est une réaction d'ordre 2 ou bien bimoléculaire. La vitesse, elle dépend de la concentration de deux molécules. Par contre, monomoléculaire, c'est une réaction d'ordre 1. Voilà. Et maintenant, nous allons voir le mécanisme de la réaction de substitution nucléophile monomoléculaire. Et nous allons voir pourquoi la vitesse, elle dépend seulement de Rx. Le mécanisme d'une réaction de substitution nucléophile, tout simplement, un carbone tétrahydrique qui forme 4 liaisons
CH3 par exemple, C2H5. Plus un nucléophile chargé négativement ou bien neutre. Donc nous avons ici la première étape toujours pour résoudre n'importe quelle réaction, c'est l'apparition des charges au niveau de la molécule. Donc la liaison la plus faible au niveau de cette molécule, c'est la liaison CX. Les électrons se déplacent vers l'halogène et donc l'halogène il se charge moins. Le carbone il se charge plus. Et voilà le mécanisme de cette réaction. Nous aurons une rupture hétérolytique de la liaison CX vers X, puisque X est un halogène et les halogènes sont plus électronégatifs que le carbone. D'accord? Donc, ça c'est un mécanisme SN1. Je vous rappelle que dans les réactions de substitution nucléophile SN1, nous utilisons un solvant protique. Alors, c'est quoi un solvant protique? Un solvant protique, c'est un solvant capable de former une liaison hydrogène avec le dérivé, avec l'halogène, et donc il facilite le départ de nucléophile. Par exemple, le solvant protique le plus utilisé, c'est l'eau. L'eau, elle possède deux hydrogènes. Chacun des deux hydrogènes est chargé positivement. Et donc, nous aurons une attraction entre le doublet libre de l'halogène et la charge positive au niveau du proton, ce qui explique la formation de quoi? La formation d'une liaison hydrogène. Donc, la formation de cette liaison hydrogène, elle facilite la rupture ou bien la cassure de cette liaison qui va nous donner la formation d'un intermédiaire réactionnel très important, c'est le carbocation. C'est le carbocation, c'est une espèce chargée positivement. Donc carbone plus cation égale carbocation. D'accord? Alors, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que le nucléophile, il n'intervient pas dans cette première étape, sachant que la première étape, c'est une étape cinétiquement lente, d'accord? Et le nucléophile, il n'intervient pas dans la première étape, ce qui explique que la vitesse de cette réaction, elle dépend seulement de la concentration de Rx, et elle ne dépend pas de la concentration de nucléophile. Donc la vitesse de SN1, elle ne dépend pas de la concentration de nucléophile parce que le nucléophile n'intervient pas dans la première étape. Le nucléophile, il va intervenir dans la deuxième étape pour attaquer le carbocation. Et donc, puisque la géométrie du carbocation est une géométrie planaire dans le plan, le nucléophile peut attaquer le carbocation soit en avant du tableau, soit en arrière du tableau, ce qui explique l'obtention d'un mélange racinique ou bien un mélange d'énantionaire. Et donc, dans ce cas, nous allons obtenir formation d'une nouvelle liaison carbone-nucléophile et formation d'une deuxième nouvelle liaison nucléophile carbone. Donc, ça c'est un mélange des énantionnaires qui s'appelle un mélange racinique. Donc, pourquoi c'est un mélange racinique? Parce que nous avons ici un carbone asymétrique. C'est un carbone lié avec 4 substituants différents. Et donc,
Souvent, le nucléophile possédera le numéro 1, l'éthyle numéro 2, le méthyle et le numéro 3. Et donc, c'est un sens inversé par rapport au sens des aiguilles d'une montre. Et donc, c'est la configuration S. Donc, lorsque je veux dessiner S, je devais déplacer dans ce sens. Donc, c'est la configuration, ce carbone asymétrique, il a une configuration absolue S. Par contre, ce carbone, il a une configuration absolue R. Ces deux composés, ils ne diffèrent que par la disposition des atomes qui constituent la molécule dans l'espace. Et donc, c'est un mélange d'énantiomères ou bien mélange racemique. Racemique, c'est-à-dire 50% de l'énantiomère S et 50% de l'énantiomère R. Et donc, toujours la loi de excuse my French, la loi de Lavoisier, elle est respectée. Pourquoi? Parce que, donc vous pouvez me dire pourquoi on part d'un seul carbone et on trouve deux carbones centrales. Non, c'est un mélange, c'est-à-dire que notre solution, il contient 50% de l'énantiomère R et 50% de l'énantiomère S. Et R et S, c'est tout à fait différent, comme par exemple ma main droite est différente de ma main gauche. Le citron est différent de l'orange à cause de la configuration absolue. L'odeur de citron, il a une configuration absolue S et l'odeur de l'orange, il a une configuration absolue R, ce qui explique des propriétés chimiques tout à fait différentes.